ce nouveau numéro des Check-up Learning, le 3e numéro en direct du tiers-lieu Le Robixco. Les Check-up Learning, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau format proposé par le tiers-lieu Le Robixco et l'association LERET. L'association LERET, c'est un groupement d'entreprises sur le territoire de Touraine-Est-Vallée dont l'objectif est d'avoir une session apprenante à 360 degrés avec un plateau d'intervenants. On va essayer de rebondir sur des sujets d'actualité avec des experts qui confrontent leur point de vue. Et surtout, on va essayer de vous bousculer en vous apportant des nouvelles pratiques entrepreneuriales. C'est un sujet qui va se dérouler en 45 minutes avec 3 visions d'experts. Et on va essayer de répondre à des questions qui seront posées par une voix non présente sur le plateau. Je vais passer donc la parole à Maxime qui va vous présenter le thème de ce soir et qui va faire venir les intervenants de ce soir. Merci Soufiane, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, le thème de ce soir, vous le connaissez, c'est la cybersécurité et plus largement l'intelligence économique. Donc pour commencer le propos, en fait, la cybersécurité, ça englobe tous les moyens qui permettent d'assurer la protection et l'intégrité des données, qu'elles soient sensibles ou non, au sein d'une infrastructure numérique. La notion de cybersécurité intervient de façon récurrente grâce à la transformation numérique des entreprises. Et tout ça, c'est un enjeu majeur de l'intelligence économique. Donc pour développer le propos ce soir, on va vous proposer 3 intervenants, nos 3 experts du jour, qu'on va accueillir tour à tour. Et on va commencer donc par Philippe Richard. Philippe, tu peux venir t'installer. Philippe est directeur du cabinet Sécurité Off, sécurité informatique. C'est un cabinet d'experts en cybersécurité et en réglementation. Donc je vais te laisser développer en fait ton activité et te présenter en quelques mots, Philippe. Donc oui, Sécurité Off, c'est un cabinet d'experts en cybersécurité. On a des experts qui ont 15 à 20 ans d'expérience en cybersécurité. Ce sont des ingénieurs en cybersécurité. On a aussi une DPO certifiée Veritas qui gère la conformité des entreprises avec le RGPD. Et puis on est aussi un organisme de formation certifié Calliope, qui est le nouveau référentiel des organismes de formation. Et donc ça veut dire que nos formations sont prises en charge par les OPCO. On fait des formations sur la cybersécurité, l'informatique, la transformation numérique et différents domaines. Voilà. Et en même temps, donc, on applique les règles de base pour les entreprises, on fait différentes prestations et on les accompagne surtout avec des conseils et des prestations personnalisées. Merci beaucoup Philippe. Nous allons maintenant accueillir Louis-Baptiste Payot. Louis-Baptiste, tu peux également rentrer et t'installer au milieu. Louis-Baptiste est président, directeur général du data center Castle IT basé à Larçay et il préside également l'entreprise PLT Connectic, spécialiste des infrastructures de réseau informatique et des solutions IP. Louis-Baptiste, si tu peux te présenter également. Bonjour à tous, je m'appelle Louis-Baptiste Payot. Donc, comme vous venez de le dire, je suis président de la société Castle IT, qui est un data center le plus grand de la région centre Val-de-Loire. Et de l'autre côté, je suis aussi gérant d'une société de câblage et réseau informatique. Merci Louis-Baptiste. Et donc pour clôturer ce beau plateau, on va accueillir Alain Abéchy. Alain est responsable du service informatique de Fèvre et Transport, groupe Waptec. Alain, si tu peux t'installer, et une fois installé, te présenter en quelques mots et donner tes activités. Merci. Alors bonjour à tous, moi donc Alain Bessy, je suis responsable informatique, plus particulièrement d'un centre de services informatiques chez Fèvre et Transport. Et donc aujourd'hui, moi je suis vraiment au service des utilisateurs, donc je gère vraiment la partie service que l'on offre aux utilisateurs. Donc pour vous donner un ordre d'idée, donc Fèvre et Transport, donc c'est international, c'est un équipementier donc on va dire en matériel pour tout ce qui est ferroviaire. Et du coup, pour l'IT, ça représente à peu près 1500 salariés sur, on va dire, des thématiques différentes, dont le centre de service que je représente aujourd'hui. Voilà. Merci Alain. On va rentrer dans le vif du sujet avec des termes un peu techniques, des termes un peu barbares, notamment le VPN, le pare-feu. Pour toi Alain, c'est quoi ces outils et quels sont leurs rôles, en quoi ces outils sont essentiels dans une organisation? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, je dirais, on va parler de VPN. Ça a surtout été démocratisé avec l'arrivée du télétravail suite à la crise Covid. Donc le VPN, ça permet en fait à une personne, à un salarié de pouvoir se connecter au réseau interne de l'entreprise, par le biais de flux sécurisés. Donc ça passe bien évidemment par Internet, mais du coup sur des protocoles sécurisés. Donc l'avantage pour du coup un salarié, c'est de pouvoir en fait utiliser l'ensemble des services de l'entreprise à distance
en toute sécurité, normalement. Voilà, donc ça c'est plus pour la partie VPN, si on va parler un peu plus large. Pour la partie firewalling, on va dire que c'est plus du local, c'est plus lié à un poste, lié, on va dire, à une entité, une entreprise. Le firewalling, c'est ce qui va permettre en fait aujourd'hui de sécuriser les entrées et les sorties en fait des flux internet qu'il peut y avoir en fait, dans une entreprise. Voilà. Donc quand tu dis firewalling, là on parle du pare-feu, c'est ça? On parle voilà, de la notion de pare-feu, voilà, ça peut être très abstrait. Comme ça peut être un boîtier physique, comme ça peut être virtuel, comme ça peut être une application, ça peut être voilà, tout et rien. Mais on va dire c'est un concentré vraiment qui nous permet de pouvoir en fait sécuriser les interconnexions en fait dans un réseau, voilà, interne et externe. Après, je suppose qu'il y a donc différents types d'outils, peut-être des outils payants, gratuits. Alors ça peut être ça peut être du boîtier payant. Il y a beaucoup de marques sur le marché qui existent, notamment une qui me vient à l'esprit, c'est Storm Shield, avec qui j'ai bossé historiquement. Il y a FortiGate, je pense que vous en avez certainement d'autres aussi à amener sur le tapis. Ça, c'est plus sur la partie, on va dire, physique que l'on va installer derrière une box, un boîtier, voilà, dans une entreprise. Après, vous avez plus la partie applicative, donc comme sur un poste de travail, sur Windows par exemple, je prends Windows comme exemple, il y a un pare-feu en fait intégré qui va permettre de bloquer certains ports. Ça va être très abstrait ce que je vais dire, c'est-à-dire certaines typologies de données en fait, et en même temps, ça peut aussi nous permettre d'en ouvrir pour pouvoir justement sortir d'autres typologies de données. Voilà. Peut-être que vous avez d'autres technos que vous utilisez chez vous. Chez nous, effectivement, que ce soit au niveau data center, on va se baser sur des équipementiers. Donc, on va être beaucoup plus dans la partie rigide du fait que, comme on brasse beaucoup de routes Internet, donc pour aller de l'intérieur à l'extérieur ou ce genre de choses, on va être obligé de sécuriser un minimum les données, non pas la donnée pure de ce qui transite, mais de qui a le droit d'y accéder en fait. Bien Donc, sûr. le VPN, on est un très bon exemple. La partie firewalling, après il y a plusieurs niveaux, effectivement. Et dans les niveaux, par exemple, nous on ne va pas, pour la plupart de nos services, proposer ce qu'on appelle le niveau 7, le niveau applicatif dont tu parlais. Voilà. Moi je vais moins rentrer dedans. On va rester beaucoup plus sur des niveaux 3, et les niveaux 3, on va dire que c'est plus une couche de route un peu plus physique, on va dire, pour être un peu plus dans les termes simples. Le niveau 7 va s'appliquer plus à nos clients, par exemple, qui, eux, vont travailler avec d'autres clients. On pourra amener des solutions toutes faites qui vont travailler et protéger leurs applications, leurs services, pour éviter que des gens puissent soit accéder à leurs données, soit, de l'autre côté, utiliser des applications pour y accéder. Donc voilà, c'est un peu le service que nous, on va pouvoir gérer de l'autre côté. Merci pour votre éclairage. Alors, on va maintenant parler de la thématique sécurité cyber. Et pour nous aider à comprendre le sujet, Philippe, est-ce que tu peux nous différencier menaces, vulnérabilités et risques, et comment l'entreprise peut-elle faire un diagnostic finalement de sa situation globale? C'est un peu compliqué. Alors, la menace aujourd'hui, elle est très large. L'époque où il y avait le petit étudiant d'informatique qui s'amusait à planter un ordinateur avec un virus, ça s'est révolu depuis très longtemps. La menace, elle est aujourd'hui protéiforme, mais elle est principalement due à des bandes organisées ou des gens qui sont individuels ou qui bossent à deux ou trois et leur seule motivation, c'est de l'argent. Donc, que vous soyez un vendeur de macarons, de porcelaine ou un industriel, peu importe, leur but pour eux, c'est de vous bloquer votre réseau informatique pour schématiser vos fichiers. Et donc, vous ne pouvez plus travailler et ils vous demandent une rançon pour débloquer vos fichiers et votre réseau informatique. Voilà, c'est comme ça, leur but, c'est la motivation, c'est l'appât du gain, donc ils veulent gagner de l'argent. Et donc, ils se disent aujourd'hui, c'est la meilleure solution, c'est ce qu'on appelle le ransomware. En anglais, c'est rançon logiciel, c'est le fameux virus que vous allez ouvrir en cliquant sur une pièce jointe et qui va chiffrer en quelques secondes. Alors, nous, on dit chiffrer, dans le grand public, on dit crypter, mais le but, c'est que dès que vous allez cliquer sur une pièce jointe, et encore, il y a des ransomware où vous n'avez même pas besoin d'ouvrir une pièce jointe, vous allez ouvrir un PDF qui arrive en pièce jointe, style un CV, pour un DRH. Au bout de quelques secondes, vous allez avoir des milliers de fichiers qui sont chiffrés. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise ne travaille plus. Et les conséquences, c'est que tant que vous n'avez pas, entre guillemets, la clé de déchiffrement, ou tant que vous n'avez pas un plan B pour mettre en route l'entreprise rapidement, vous êtes tributaire de la bande de pirates qui est en face, qui vous dit « c'est moi qui maintenant maîtrise l'entreprise ». Aujourd'hui, c'est la principale menace, c'est le ransomware, c'est gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, vous avez des grosses
des grosses PME de la cybercriminalité qui viennent de Russie et d'Ukraine. Aujourd'hui, on en parle moins d'Ukraine parce que pour différentes raisons, et notamment la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup de bandes ukrainiennes qui attaquaient plein de pays, dont la France, et qui étaient une PME avec des personnes spécialisées, ceux qui accédaient au réseau informatique et donc permettaient d'ouvrir déjà la porte pour le virus, ceux qui préparaient le code malveillant, ceux qui récupéraient l'argent, ceux qui faisaient en français, ceux qui faisaient en anglais ou en espagnol, puisqu'aujourd'hui, ils ont des franchises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vendent le service clé en main, en espagnol, en anglais, et si vous avez un souci, vous pouvez les contacter, et ils vont vous dire comment travailler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette menace qui était réservée à des gens hyper spécialisés, aujourd'hui, elle se démocratise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui se disent, bah, tiens, je vais gagner un peu d'argent, je vais faire appel à des bandes organisées, je vais prendre la franchise, et puis je vais donner 30% de la rançon, et puis comme ça, bah, je peux me faire de l'argent facile. Donc ça, c'est la principale menace aujourd'hui. Et le principal vecteur d'attaque de l'entreprise reste toujours le phishing, l'email. Quoi qu'on en dise aujourd'hui, on a beau dire que je sais repérer un email, un spam, c'est faux. Nous, quand on fait des tests, 6 fois sur 10, les gens vont cliquer sur une pièce jointe ou un lien qui est dans un email envoyé par la CAF, les impôts ou autres, parce qu'aujourd'hui, les pirates savent très bien écrire en français. Et deuxièmement, ils sont capables d'usurper le logo de Total, le logo de Groupama, le logo des impôts, et ils savent tenir compte de l'actualité. Pendant le Covid, ils ont fait beaucoup de spam pour vous dire tenez, achetez des masques pas chers. Donc les gens dans l'urgence, ils ont cliqué sur le lien et c'est comme ça qu'ils se sont fait attaquer. Donc aujourd'hui, le phishing reste toujours la pièce maîtresse de tous les pirates pour attaquer l'entreprise ou pour récupérer des données. Le phishing reste toujours la première étape d'une cyberattaque, soit pour infiltrer l'entreprise, soit pour l'infecter, soit pour récupérer des informations, notamment une usurpation d'identité, donc récupérer le mot de passe et le login de quelqu'un, pour ensuite attaquer l'entreprise de façon plus générale. Voilà, donc là aujourd'hui, vous avez la cybermalveillance qui se développe, ou avec la fraude, les gens qui sont passés pour le président de l'entreprise, qui appelle la comptable à 18h le vendredi, qui dit vite, fais-moi vite un virement, parce que là on va signer un contrat et il faut que ça soit fait avant 18h, donc il faut que tu m'envoies 10 000 € tout de suite sur tel compte, que je t'envoie par Internet. Évidemment, la secrétaire, elle se dit, bon, c'est pour la boîte, je ne vais pas planter la boîte, il y a une affaire qui va arriver, tout. Elle clique et elle envoie l'argent. Et puis, si vous n'êtes pas rapide ou si vous n'avez pas mis en place un plan B, l'argent, vous ne l'avez pas la retrouver. Donc, souvent, ça arrive que les entreprises, elles se font voler 10 000 €, 20 000 €. Et un peu l'autre variante, c'est les gens qui se disent, on est votre fournisseur, mais on a changé de banque. Voilà, donc maintenant, pour payer Auchan ou pour payer votre fournisseur de bureau, voici de nouveaux RIB. Et finalement, au bout de 3 mois, vous avez le fournisseur qui dit, mais attends, je comprends pas là, on n'a plus de facture de régler. Alors évidemment, la comptable de la boîte va dire, si regarde, j'ai fait plein de virements. Sauf que bon, le fournisseur n'a jamais changé de banque. Voilà, c'est typiquement des choses qui marchent. Pourquoi aujourd'hui? Parce que tout est dématérialisé, on va trop vite, ce qui fait que les pirates en face, que vous n'allez pas prendre le temps d'être vigilant quelques secondes, et qu'ils jouent sur les prétextes de la psychologie pour vous désarmer. Donc ça veut dire que même si vous avez un VPN, un antivirus ou autre chose, il y a aujourd'hui l'ingénierie sociale qui fait qu'il passe au-dessus de ces barrières et que si vous n'avez pas une sensibilisation à la sécurité informatique, n'importe quelle entreprise, petite ou grosse, peut être attaquée facilement. Alors justement, Philippe, en effet, tu as parlé de phishing ou de techniques en fait de cybercriminalité. On va en revenir à la suite de ce format. Est-ce que tu peux donner éventuellement un conseil pour faire un diagnostic et s'organiser face à ça? La première règle d'or, c'est de ne pas être naïf. On est aujourd'hui dans un monde hyper connecté. Vous avez des imprimantes connectées, vous avez des appareils, des smartphones, des PC portables, des accès distants avec le télétravail. C'est aujourd'hui très compliqué pour l'entreprise, petite ou grande, de savoir véritablement, d'avoir une vision globale et 100% sûre de tous les accès distants qu'elle a. Donc il faut se dire, à un moment, on ne sait jamais, si j'ai un doute sur une pièce jointe qui arrive, un email, un appel téléphonique, il y a des gens qui se sont fait passer pour le support Microsoft, avec Windows 11, ça marche très bien en ce moment, ils ont inventé des faux sites de Microsoft pour inciter les gens à télécharger la dernière version de Windows 11, évidemment ça ne marche pas, mais il y a des gens qui tombent dans le panneau. Donc il faut se dire, j'ai un doute, j'appelle ma banque, j'appelle mon fournisseur, est-ce qu'il a changé de banque? Voilà. La première règle de base, c'est comme dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui sonne, je n'ouvre pas obligatoirement la porte, et quand je pars en week-end, je ferme toutes les portes. Merci Philippe. J'irai même plus loin. Il y a, on va dire, des signes qui ne trompent pas, en fait. C'est-à-dire que
on reprend l'exemple du phishing, souvent dans les en-têtes d'email en fait, que vous allez avoir, les adresses mail, ça va être, on va dire, ça va être très net. Par exemple, Microsoft, par exemple, peut devenir Microsoft ou Microsoft ou n'importe quoi dans l'adresse mail que vous allez recevoir. Et avec ça, en fait, déjà rien que ça, c'est un signe qui nous dit c'est bizarre. Même si le contenu peut être très bien lu, même si tout ce que vous voulez, effectivement, il y a souvent, on va dire, des signes qui ne trompent pas. Tu as raison, mais le problème, c'est que les gens, dans la vie de tous les jours, ils font 3 choses en même temps, ils cliquent sur la pièce jointe qui arrive, et c'est mort, et on le voit parce que les statistiques de clics sur des liens malveillants, c'est même pas une minute. C'est-à-dire que les gens, ils reçoivent l'email, et aussitôt, il y a marqué urgent, règlement de la CAF, je vais bloquer votre ordinateur. Ils ont mis en place des mots-clés pour vous inciter à ne pas être vigilant Bien sûr. et de jouer sur l'urgence. Donc, vous allez cliquer aussitôt sur le lien ou sur la pièce jointe. Donc, il faut, à la limite, On est dans le domaine de la psychologie là. Voilà. On joue sur la peur en fait, on joue Tout à clairement fait. sur la peur, sur on va dire tout ce qui va aller dans l'illégalité et tout de suite les gens, ça les met dans une situation de stress et c'est là où pour le coup je te dirais, mais en fait on est censé être logique et pas naïf, sauf qu'on devient très vite en fait naïf bien à sûr. ce moment-là et on perd nos moyens. Mais ça c'est humain en fait, c'est une façon d'être humaine, on n'est pas, tout le monde n'est pas parfait effectivement et malheureusement aujourd'hui, ils ont trouvé ces moyens-là. Demain, ils en trouveront d'autres, certainement encore pour rendre le sujet encore plus complexe pour nous. Quoi. Moi, Totalement. si je peux me permettre, Philippe et Alain ont raison tous les deux. Et au final, ce qu'il faut garder en tête, la plupart du temps, que ce soit tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, encore plus dans l'informatique, et donc malheureusement dans tout ce qui est sécurité, les gros problèmes viennent des utilisateurs. Qu'on soit très clair. Quand on ouvre un fichier sans même se poser la question de qui ça vient, pourquoi, est-ce que j'ai parlé à ma banque dernièrement, est-ce que toutes ces choses dont tu parles sont tout à fait vraies. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il s'appelle comme votre père en se faisant passer pour lui et vous voyez qu'il ne lui ressemble pas, bizarrement vous allez vous poser des questions. Par contre, quand ça va être un mail ou quoi que ce soit, on ne se pose pas la question. Et il y a plein de choses comme ça, on laisse des traces partout, tout ce qu'on fait ou quoi que ce soit. Et le plus dur en fait, c'est de se dire que vous, votre métier, c'est de faire votre travail. Qu'on soit très clair. Oui, bien On a sûr. tous un travail et il faut qu'on le fasse. Il ne faut pas oublier que ces gens-là qui réclament des rançons, dont tu parlais des systèmes industrialisés, c'est leur travail à eux. Donc c'est à eux de trouver les solutions pour au final vous faire perdre l'argent, Totalement. bloquer vos systèmes ou quoi que ce soit. Donc quand on parle de psychologie, effectivement, on rentre en plein dans le sujet où leur travail toute la journée, c'est de savoir ce qui va faire que vous allez appuyer sur ce bouton. Exactement. Donc eux, ils n'ont que ça à faire. Oui, C'est leur travail. Donc la grosse problématique, en fait, déjà, et comme le disait très bien Philippe tout à l'heure, c'est le fait que quasiment, je sais pas, tu as peut-être des pourcentages par rapport à ça, sur le fait que la plupart des menaces cyber, justement, viennent à travers les pièces jointes, parce que c'est aussi les plus simples. 90% des cyberattaques viennent d'une erreur humaine et notamment C'est le ça. fameux clic sur la pièce jointe. Exactement. Du Donc, ça coup, va alors, aujourd'hui, au cœur des problématiques digitales et de cybersécurité, on a les data centers. Ces data centers sont des infrastructures incontournables. Et alors selon toi, Louis Baptiste, quels sont les enjeux autour de ces data centers et comment vous faites pour le sécuriser? Parce qu'à l'intérieur, il y a un peu nos données, quoi, en fait. C'est nos données qui sont chez vous. Pas qu'un peu. Alors, elles sont dans les entreprises, mais elles sont aussi dans ces structures. Ouais. Et ces structures-là, bah, je pense que vous avez mis en place des outils et des différents protocoles pour pouvoir les sécuriser. Comment que ça se passe, l'envers du décor? Alors, l'envers du décor. Déjà, un data center, qu'est-ce que c'est? On va dire qu'il y a, pour nous en tout cas, à Castel IT, on va avoir deux travails différents. Il y en a un, ça va être ce qu'on appelle le housing, c'est-à-dire que c'est un complexe immobilier dans lequel on va proposer à des entreprises de pouvoir venir installer leurs services informatiques. Donc ça peut être des entreprises directes qui viennent pour poser toute leur informatique à l'intérieur, pour marcher avec leurs succursales, dont on parlait des VPN, ce genre de choses, des liens, pour travailler, ou tout simplement pour répliquer des données, pour l'archivage, pour des applications, des serveurs, enfin bon, voilà, elles mettent tout leur système informatique là-bas. Il y a une autre partie de mon travail, ou de notre travail, c'est le fait de pouvoir proposer ce qu'on appelle de l'infrastructure as a service, c'est-à-dire ce qui est serveur dédié et serveur virtuel. Dans les entreprises, en fait, quand vous avez besoin de travailler, vous avez besoin d'un ordinateur. L'ordinateur, en fin de compte, c'est un serveur miniaturisé, entre guillemets, c'est-à-dire que les caractéristiques de l'ordinateur sont plus faibles qu'un serveur. Le serveur a juste des compétences et de la puissance de calcul plus forte et ce genre de choses. Et on y met donc des applications qui sont plus gourmandes en ressources. Par rapport à ça, nous, on va fournir en fait soit cette boîte,
dont vous avez besoin pour votre service, ou des serveurs virtuels qui permettent au final d'utiliser pour des applications moins gourmandes juste le strict nécessaire de ce dont vous avez besoin. Pourquoi je différencie les deux? La partie housing, donc la partie vraiment de la boîte Castle IT, c'est de sécuriser le fait que vous ayez toujours accès à vos données. Voilà, c'est une chose. C'est-à-dire que je fournis l'électricité en 24/24 d'une manière ondulée, sécurisée. Le fait de l'accès au site est contrôlé, vérifié. Il y a la climatisation, il y a toutes ces choses-là. Donc ça, c'est pour que vos données soient toujours accessibles. Mais les données, en fait, c'est pas moi qui les gère sur cette partie-là. C'est les gens qui mettent leur système d'information. La deuxième chose, par contre, ça va être les services. Et effectivement, dont on parlait tout à l'heure, il y a tout ce qui est, on va dire, des choses simples. Encore une fois, quand vous êtes chez vous, vous avez une Livebox, une Freebox, je ne sais quoi box, qui est en fin de compte un concentré de plein de technologies différentes. La multiprise, pour être très trivial, donc le switch, qui vous permet de mettre plusieurs ordinateurs entre eux, la Wi-Fi, qui permet aussi de brancher nos différents appareils connectés, tout ce qui est firewall, qui va être peut-être intégré à l'intérieur, dont on parlait tout à l'heure, le pare-feu. Vous allez avoir la partie routeur, qui permet de créer des routes entre chez vous et le monde extérieur. Donc voilà, toutes ces choses-là ont été miniaturisées dans une box, et forcément, il y a des petits morceaux de chaque. Il y a des possibilités de sécuriser un minimum les données entrantes, sortantes, les antivirus dont on peut parler, le fait de vérifier les mails avec des sociétés ou des logiciels qui permettent de bloquer. Nous, en fait, on va s'arrêter à la partie équipement dont je vous parlais tout à l'heure, donc la partie routing, firewalling et ce genre de choses pour sécuriser les flux qui rentrent et qui sortent. Après, ce que vous mettez dans les serveurs, effectivement, il y a des gens très spécialisés, comme monsieur par exemple, qui eux vont pouvoir aider les gens, soit, je pense, après, tu reprendras la main sans aucun problème, sur le fait qu'il y a de la formation à faire des personnes, il y a de la formation sur l'utilisation des applicatifs, comment on met ensemble les serveurs, les applications, comment on l'utilise. Voilà, il y a vraiment un énorme sujet. Nous, notre partie à nous, en fait, ça va être vraiment de pouvoir sécuriser aussi bien la partie physique que la partie d'accès entrée-sortie vers vos données. Mais un data center, enfin même Castel IT, c'est un château, on n'y rentre pas comme on veut, c'est sécurisé. Il n'y a pas encore de tourelle, qu'on soit très clair. C'est interdit, donc comme ça, on est clair. Si on prend des grands data centers où, par exemple, la France dépose ses contenus très spécifiques, alors je ne parle pas des contenus spécifiques autant armés ou quoi que ce soit, qui ont des choses bien précises, bien militaires à eux, défense. Mais si on prend par exemple des grandes infrastructures qui ont besoin de sécurité ou quoi que ce soit, là ils vont mettre carrément des militaires qui gardent la salle. Voilà. Donc là il y a le côté physique en plus spécifique. Nous par contre oui on va mettre en place une sécurité physique aussi bien sur les barrières extérieures pour que personne ne puisse pénétrer, des caméras de vidéosurveillance, de la biométrie, c'est-à-dire on utilise la cartographie des veines des doigts pour être précis, on utilise des cartes spécifiques pour que personne ne puisse biper et rentrer dans les portes qui sont toutes sécurisées. Voilà, ça c'est vraiment le but vraiment physique du data center et on est tous à peu près dans les mêmes normes et on essaye de les augmenter au fur et à mesure pour éviter que n'importe qui puisse rentrer. Après, effectivement, dans un data center, si demain vous venez dans un data center, il y a des milliers de serveurs, plusieurs salles ou quoi que ce soit vous venez faire, excusez-moi les termes, mais casser un data center, et là dans ce cas-là, il y a le côté physique dont on parlait tout à l'heure. Après, il ne vous reste plus qu'un choix, hein, gendarmerie, la police, voilà, ce genre de choses. Et à côté de ça, si c'est vraiment une attaque cyber, la personne qui va venir sans savoir où se trouve le serveur, à quel endroit, quelle salle, ou ce genre de choses, qui va devoir en plus passer par plein de manières détournées pour rentrer, pénétrer, casser les vitres, les portes, les systèmes de sécurité, il a mieux fait à l'heure actuelle, comme le disait Philippe tout à l'heure, c'est le fait de rester chez lui à son ordinateur et de pénétrer les systèmes de sécurité d'une manière malheureusement c'est-à-dire qu'il va être dans son canapé, derrière son fauteuil d'ordinateur ou quoi que ce soit, avec son petit coca à côté de lui, il n'a pas besoin de sortir de chez lui. Donc le data center, après, en tant que société, par contre, comme monsieur, ou comme vous tous, on est une société, on reçoit nous aussi les mails, on forme aussi notre personnel pour leur dire que ça, on doit le faire, ça, on ne doit pas le faire, on essaye au fur et à mesure de se tenir informé des choses. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, ça change tellement vite qu'il faut suivre. Il faut suivre et se mettre à jour le plus régulièrement possible, essayer de faire le maximum et être toujours le plus logique possible. C'est vraiment ce qui enlève, entre guillemets, peut-être 40 à 50% des idioties, on va dire.
après. Oui, en effet, c'est plus facile en fait de rentrer chez des personnes naïves, comme le disait Soufiane, ou des personnes vulnérables, que de rentrer dans des organisations où tout a été pensé et réfléchi pour sécuriser le site et les données. Alors, merci à vous, on a bien échangé sur les notions, l'usage et puis les termes. Là, j'aimerais qu'on puisse parler de la réglementation. Philippe, est-ce qu'il y a une notion, est-ce qu'on connaît tous par exemple la RGPD qui est une norme où il y a de la réglementation sous ce nom, la réglementation générale contre la protection des données. Existe-t-il une réglementation sur la cybersécurité et est-ce qu'il y a une évolution sur la législation en vigueur, Philippe? Il y a des normes et des directives, mais qui s'appliquent à des entreprises qui sont dans des secteurs sensibles, comme la santé, et des industriels comme ou les OEVIS, les organismes vitaux pour la France. Mais la règle principale, c'est le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, qui fête ses 4 ans au mois de mai. Il est exécutoire depuis le 19 mai 2019, et on ne peut pas dire aujourd'hui que les entreprises sont en conformité avec le RGPD. Parce que c'est très complexe. C'était vendu par beaucoup d'avocats comme un texte juridique avec 99 articles. Alors finalement, nous on considère le RGPD comme avant tout un guide pour améliorer sa cybersécurité et sa résilience, puisque tout est dit dedans sur le chiffrement de données, l'anonymisation, comment cloisonner, comment mettre en responsabilité les sous-traitants. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont évidentes, mais qui ont été mal interprétées par beaucoup de services juridiques. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont à faire sur le RGPD, et on a encore beaucoup d'entreprises, petites ou grandes, qui nous demandent d'être en conformité avec le RGPD, et qu'elles ont encore beaucoup de mal à comprendre. Simplement, les choses évoluent. Récemment, un gros sous-traitant de laboratoire pharmaceutique français a été condamné à 1,5 million d'euros d'amende. C'est un éditeur de logiciels qu'utilisaient tous les laboratoires d'analyse médicale et sanguine. Et ça faisait longtemps qu'il avait été averti comme quoi son logiciel était mauvais, qu'il y avait des fuites de données potentielles. Résultat, il y a eu une fuite de données énorme il y a 2 ans, et la CNIL l'a condamné récemment à 1,5 million d'euros d'amende. Ce qui ne veut pas dire aussi que les laboratoires, dans ce cas-là, qui sont ce qu'on appelle les représentants du traitement, les responsables du traitement, ne sont pas non plus inquiétés par les personnes individuelles qui peuvent très bien maintenant, aujourd'hui, puisque depuis un mois, aujourd'hui, on peut avoir comment on appelle ça, des prises de décision collectives. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez avoir des entreprises, des particuliers qui se regroupent, qui peuvent être drivés par UFC que choisir ou Soins contre consommateurs en France, pour avoir un recours collectif contre différents laboratoires. Donc depuis un mois, en Europe, il peut y avoir des recours collectifs de particuliers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus d'attaques d'attaques en justice de particuliers qui vont se regrouper qu'avant. En même temps, il y a une évolution du calcul des amendes, puisque l'Europe va essayer d'avoir une homogénéisation du calcul des amendes. En gros, ça veut dire que quand la CNIL mettait une amende en France, le calcul de cette amende ne correspondait pas en gros au calcul de la CNIL autrichienne pour la même chose. Donc en gros, l'Europe va s'appliquer à tenir compte de la gravité de l'infraction, de l'impact et de la taille de l'entreprise, pour dire que ça soit en France, en Europe ou en Italie ou en Espagne, le tarif sera le même, le calcul sera le même pour l'amende. Donc il y a une évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RGPD existe toujours. Pour moi, si je peux rebondir là-dessus, et là encore, je reste un petit peu derrière par rapport à ça. Le RGPD, c'est beaucoup plus le fait du bâton à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est une très bonne solution pour justement, comme tu disais en préambule, le fait que les sociétés commencent malheureusement, mais commencent à essayer de penser à tout ça et à imaginer leur sécurité, de protéger leurs données, ou même un truc très bête. Vous n'avez qu'un seul serveur, sans parler d'attaque, vous n'avez qu'un seul serveur, il finit par malheureusement l'alimentation qui casse ou quoi que ce soit, ou le disque dur qui a craché, ou ce genre de choses, vous perdez toutes vos données. Bah, dans la RGPD, vous allez quand même trouver des solutions pour vous dire, tiens, est-ce que j'ai pensé au fait le jour où ça venait à casser? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens parce que j'ai plus accès à toutes mes données, plus mes fournisseurs, plus mes clients, j'ai plus de base. Donc, il y a des choses qui font réfléchir. C'est pour ça que c'est une très bonne chose, la RGPD, pour cette partie-là. Le problème, c'est que la plupart des sociétés l'ont vu uniquement comme un bâton pour se faire battre. Donc, si elles vont à faire la RGPD, surtout les gros groupes, puisque d'ailleurs les TPE, PME, bah, soit n'en ont pas entendu parler, soit en ont entendu parler, mais ne savent pas comment s'y prendre, et donc, au final, le font que par obligation. Donc, on va faire le strict nécessaire pour essayer de passer entre les mailles et pas se faire taper dessus.
mais malheureusement pas pris à sa juste valeur sur le fait de la sécurisation même des données pour éviter certains problèmes. Et ça, on va retrouver ça, là encore, sur d'autres choses dont tu parlais aussi également, tout ce qui est donc les hôpitaux, avec l'anciennement HDS, qui existe à moitié encore. C'était, ça voulait dire quoi déjà, HDS C'était... Une question de santé. Ouais, données de santé, mais Voilà, voilà, mais, hébergement des données de santé. Ouais, Enfin bon, hébergement de données de santé. il y avait quelque chose comme ça, et qui avait été créé en France, qui se voulait être plus blanc que blanc sur des normes qui existaient. Donc les hôpitaux étaient soumis à quelques règles pour justement protéger leurs données. On est passé maintenant avec des règles qui sont l'ISO 27001, qui permettent de prendre en compte une partie RGPD, de prendre en compte des anciennes variantes de plusieurs normes. Ils ont essayé d'homogénéiser ça, ce qui est très intéressant, ce qui permet que si des gens se mettent à passer l'ISO 27001, comme tout ISO, c'est des procédures, c'est ce genre de choses, c'est très chronophage, ça occupe beaucoup de gens, et c'est très intéressant pour suivre justement les problématiques, comment on les résout, comment on met en place des systèmes. Mais à côté de ça, attention, l'ISO 27001, c'est pas non plus la panacée. Pourquoi? Parce que vous choisissez le périmètre, excusez-moi, sur lequel vous allez le passer. Donc, imaginons que vous vendez des produits dans le transport ou quoi que ce soit. Si vous avez envie de mettre en périmètre sur votre ISO 27001 qui normalement qui donne un gage de sécurité aux personnes qui vont travailler avec vous sur le fait que vous avez sécurisé votre système d'information, bah vous avez mis comme périmètre juste la comptabilité de votre société. C'est bien, votre sécurité, elle est bonne sur la comptabilité. Le fait de la production derrière n'est pas dans le périmètre, tout le monde s'en fiche. Et Donc, puis il y a une voilà. problématique en plus qui est arrivée avec la pandémie, parce qu'il y a eu l'usage du télétravail qui s'est développé, et donc des personnes qui se connectent à leur domicile pour se connecter sur des serveurs. Parce que, Alors, tout à fait. Je pense que ça a apporté, on va dire, moi, si je parle par rapport à mon milieu, aujourd'hui chez FEVLE Transport, enfin Waptec, du coup, groupe Waptec plutôt, donc c'est une très très grosse entreprise. Le fait d'avoir mis en place toutes ces solutions, VPN, firewalling, bon bref, et j'en passe et des meilleurs, ne serait-ce qu'aussi des solutions un peu plus poussées sur les solutions par exemple Office, où vous rajoutez des boutons pour l'anti-phishing ou des choses comme ça. Je pense, et là du coup en fait on rejoint un peu tous les sujets. Ce qui est important de faire en fait dans tout ça, et ce que nous en tout cas on a déjà mis en place chez nous, c'est de pouvoir en fait avoir un peu une sorte de plateforme de sensibilisation, une plateforme de training qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir se former ou s'informer, je dirais surtout sur tout ce qui se passe dans le monde. Donc effectivement, apporter des aspects applicatifs ou des aspects on va dire physiques de sécurité, ça ne fait pas tout. La RGPD, ça ne fait pas tout. L'information, comme la désinformation, Hein. c'est un environnement. Je pense que c'est effectivement la base. Moi, je le vois bien. Hein, on a fait donc sur cette plateforme qui est d'ailleurs obligatoire hein, pour nos salariés, pour vous donner un peu un ordre d'idée. C'est une plateforme de training. Le sujet du phishing a été abordé. L'ingénierie sociale, très importante, surtout avec l'arrivée du télétravail. L'ingénierie sociale, c'est facile. Je prends mon PC, je vais dans un lieu, je me branche, je vais travailler. Quelqu'un d'à côté vient à côté de moi, va essayer de me draguer en quelque sorte pour avoir des informations rentrées. C'est des choses sur lesquelles en fait il faut absolument sensibiliser les utilisateurs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement l'intégrité par rapport aux données, les mots de passe. L'utilisation des outils aussi, c'est très important, mais on n'en parle pas, mais surtout le mot de passe, je dirais. On voit des choses des fois un peu même loufoques, hein, le mot de passe caché sous l'ordinateur ou Le post-it. le post-it, ça Sur l'écran. ça c'est le Post-it meilleur. sur l'écran. Non, Voilà. l'utilisateur mot de passe. Je pense qu'effectivement, en fait, tout ça mis ensemble, voilà, ça a créé la RGPD, ça a créé Bien sûr. l'ISO 27001, qui d'ailleurs se décline en plein d'autres sous-références qu'on ne va pas citer maintenant parce que c'est très technique, très, très informatique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, quand on veut parler de cybercriminalité, cybersécurité, il faut prendre vraiment en compte tous les paramètres. C'est-à-dire que oui, il y a l'intégrité de mes données, oui, je dois être sensibilisé, oui, aussi, je dois mettre des moyens en face. Tout ça mis bout à bout font en fait qu'on crée en fait cet aspect un peu sécuritaire. La sécurité ne peut pas se faire qu'avec un outil, ne peut pas se faire qu'avec la RGPD, ne peut pas se faire qu'avec un éditeur, ne peut pas se faire qu'avec un data center. Elle doit se faire vraiment en collaboration, voilà, avec, on va dire, tous les acteurs majoritaires qui vont être dans une entreprise. alors justement, Alain, toi qui as un rôle de terrain, Oui. comment on peut sensibiliser ces collaborateurs?
Parce que finalement, plus on a de collaborateurs, plus on a un risque, Oui. parce que chaque personne est différente et en fonction de l'utilisation, on peut identifier des employés à risque. Comment on peut justement sensibiliser ces équipes et se protéger au mieux des attaques? Alors moi je dirais tout simplement, hein, c'est des choses qu'on vit au quotidien, je le vis, donc ça va être effectivement par ces plateformes de training et ces plateformes d'entraînement sur lesquelles on va devoir sensibiliser les gens sur les thématiques. Ça va être par le biais d'emails d'information pour aussi sensibiliser les utilisateurs. L'email, c'est très important. Ça va être aussi, et ça je l'ai vu et j'en ai discuté avec mon collègue en cyber, qui m'a dit, bah écoute, nous ce qu'on fait, c'est qu'on utilise chez nous on utilise Office 365, donc la plateforme de Microsoft, et on a l'outil Teams qui nous permet du coup de chatter en quelque sorte avec les collaborateurs. On met en place des heures en fait où les gens peuvent venir poser des questions en fait sur les thématiques justement de la sécurité informatique, pour aussi les sensibiliser. Et en dehors de ça, moi je dirais le plus important, ça va être la communication, c'est-à-dire que la communication avec l'utilisateur final, pour moi c'est le plus important. Aujourd'hui, nous on a un rôle central, je dirais, en tant que centre de service, c'est-à-dire que c'est nous qui préparons les postes, c'est nous qui les donnons aux utilisateurs, c'est nous qui voyons avec eux pour gérer l'intégrité de leurs données. Donc on a aussi ce rôle de communication à faire avec les utilisateurs. Euh, je pense que voilà, en fait, on n'a pas, malheureusement, je dirais l'humain, voilà, aussi a ses limites, que ce soit sur l'informatique ou sur autre chose. À part faire des rappels, à part faire des cours, à part le dire. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées, mais effectivement, après, on est vite limité, si vous voulez, par ce qui peut être mis en place. Alors on est aussi limité dans le temps avec cette session, donc Oui. je vais avancer à un autre sujet. En préparant le Shake-up Learning de ce soir avec Soufiane, on a vu un terme qui s'appelle la Threat Intelligence ou Cyber Threat Intelligence. C'est une discipline basée sur des techniques du renseignement qui a pour but de collecter et d'organiser toutes les informations liées aux menaces du cyberespace. Philippe, est-ce qu'il existe des outils pour piloter et mener une veille sur le sujet cybersécurité? Oui, il y a des outils et des veilles, mais qui coûtent très cher pour les entreprises. Donc, la plupart des choses, c'est que, encore une fois, on revient toujours à l'être humain. Et que pour éviter le cyberespionnage ou autre, quelle que soit l'entreprise, vous avez des sous-traitants qui sont une petite boîte de 10 et qui ont comme grand compte L'Oréal et autres. Et finalement, ils peuvent être très bien être le maillon faible de L'Oréal parce que leurs données ne sont pas bien sécurisées et donc ils vont se faire espionner. Encore une fois, il ne faut pas être naïf et que le cyberespionnage, ça existe depuis très longtemps. Nous, on a protégé une start-up dans la santé qui est dans la région parce que ses concurrents, c'était des Allemands et des Anglais, donc elle n'était pas du tout naïve, elle savait très bien qu'elle allait risquer de se faire pirater ou espionner par ses petits concurrents. Voilà, donc c'est des choses qui existent. La veille, c'est très compliqué quand on n'a pas obligatoirement un grand groupe ou les moyens de mettre en place les choses. La veille, c'est surtout de se dire j'ai des données très sensibles et critiques, et il faut donc que je les protège pour éviter l'espionnage. Voilà, donc malheureusement, on voit encore souvent de données sensibles ou critiques dans le cloud, ce qui veut dire que ce n'est pas le data center de Louis qui est en cause, c'est encore une fois le clavier et la personne. C'est-à-dire que vous avez des entreprises où, une anecdote, une équipe commerciale ou marketing, elle va monter un dossier dans Google Drive et puis ils vont se partager des données, sauf que c'est des données plus ou moins sensibles et que si vous mettez la main dessus, vous pouvez espionner, récupérer des données un peu sensibles sur la boîte. Sauf que les salariés se sont dit, c'est pratique, Google Drive, on peut bosser n'importe où, on se partage les données, c'est du collaboratif, sauf que le mot de passe est 1, 2, 3, 4, il n'y avait pas de chiffrement de données. Donc voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais le côté pratique, c'est pas du tout compatible avec la sécurité informatique. Et l'espionnage aussi. Je dirais que c'est très fréquent, l'espionnage même, comme tu le disais, là, pour le coup, d'un point de vue médical, l'espionnage industriel, moi je le vis au quotidien. Donc effectivement, grâce à ça, je dirais, il y a des outils justement qui sont mis en place pour tout ça, des outils de traçabilité pour la demande d'ouverture de droit sur un dossier, pour justement ouvrir les accès sur un serveur de fichiers qui va être en Inde, en Chine, peu importe. Donc tout ça, effectivement, là où il faut sensibiliser, je pense, les utilisateurs, c'est et surtout les entreprises en règle générale, tracer tout ce qui se passe. Si vous tracez, vous pouvez justement derrière vous assurer que tout ce qui se passe, toutes les données que vous utilisez sont aujourd'hui, on va dire, bien sécurisées. L'humain reste toujours très bavard, et vous allez sur les réseaux sociaux,
et puis vous montez un faux profil, et puis vous allez sympathiser avec Louis, et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, je vais savoir qu'il bosse sur tel projet chez Renault ou C'est ça. chez Total, et puis t'as vu, on va voir un peu ensemble Place Numéro à Tours, et puis on va sympathiser, et puis finalement... J'ai l'avantage, j'ai des voilà. enfants en bas âge, j'ai pas le temps d'aller boire un coup, Voilà, donc on est bon. voilà, c'est Mais, ça. Mince, Je je vais- voulais t'ajouter, moi, C'est comment on va comme faire ça que- après? c'est comme Non, ça qu'on non. récupère les informations. Et c'est comme ça aussi qu'on peut du phishing aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Bien sûr. parce que les antivirus ne repèrent pas. Et puis vous avez un petit pop-up qui apparaît qui vous dit iPhone 13, 150 € pendant 2 heures, et puis vous avez plein de gens qui cliquent dessus. L'usurpation Voilà. d'identité. Donc Alors, le bavardage sur les réseaux sociaux, c'est très facile. Philippe, du coup, vous en avez parlé, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, notamment sur les hackers russes ou ukrainiens. Sujet d'actualité, la Russie promet des cyberattaques. Donc les hackers russes auraient fait allégeance au gouvernement de Poutine. Ça, voilà, c'est pour le sujet d'actualité. Ici, localement, concrètement, est-ce qu'il y a une vigilance à avoir par rapport à ce sujet-là? Est-ce que les TPE localement ici peuvent avoir peur de cela ou pas? Est-ce qu'on est loin de tout ça? Est-ce que c'est des sujets qui ne nous concernent pas du tout? Ou est-ce que, au contraire, il faut faire attention? Ça excite beaucoup les médias. Moi, je suis intervenu le 1er mars avec la DGSI, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la DGSI, la gendarmerie à Tours. C'était en pleine guerre Ukraine début mars. Ils ont mis en place évidemment de la vigilance pour sensibiliser les entreprises plus sensibles. Mais genre, il n'y a pas plus de cyberattaques de Russes ou d'Ukrainiens depuis l'invasion de l'Ukraine que depuis il y a 2 ans. Genre, ils n'ont pas attendu ça. Et le mythe comme quoi il va y avoir une cyberattaque en Ukraine pour détruire le réseau informatique ukrainien, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et qu'est-ce qui marche encore? C'est les bombes, c'est les tirs de chars et de. Pour une de- seule de- raison, de- d'ailleurs. Voilà. Pour une seule raison. Je vous rappelle quand même que la guerre, on en parle suffisamment, il y a besoin de médias. Voilà. Il y a besoin d'informations, il y a besoin de propagande pour certains. Après, moi, de savoir qui fait de la propagande ou pas, c'est un autre sujet. Mais on a besoin de propagande. Donc, ils n'ont aucun intérêt, les Russes, à bloquer le système de communication des Ukrainiens. Et inversement. Donc, oui, ce serait bien de pouvoir bloquer les autres pour que eux ne parlent pas, mais que moi, je puisse continuer à parler chez eux. Donc, au final, même avec ça, et comme tu le dis très bien, Moi, je pense pas effectivement que ça va augmenter. la Russie le faisait déjà avant. Voilà, elle le faisait déjà avant. La L'Ukraine Corée le du faisait Nord, aussi. Voilà. La C'est pas, Chine, on s'arrête pas à 1 ou 2 pays. les Effectivement, je pense que États-Unis ce sûrement serait, aussi. ça serait ridicule France de dire aussi, que ça oui. s'arrête à ça. La France aussi, bien évidemment. Pour du coup aussi répondre à la question, c'est que oui, il faut que les TPE, PME, grandes entreprises, peu importe, soient sensibilisés justement sur ça, puisque s'ils ont des données, effectivement, s'il y a un savoir-faire par rapport on va dire à leur entreprise, n'importe qui au final peut être touché, et n'importe qui peut perdre du jour au lendemain des millions ou des milliards parce qu'ils n'ont pas fait attention, justement, ils n'ont pas été assez sensibilisés sur ce sujet-là. Et n'importe qui d'ailleurs peut subir une cyberattaque. Quand on a échangé ensemble, Alain, tu m'as dit, en effet, les entreprises sont prêtes à investir sur la communication, sur de la stratégie, du développement, et finalement négligent cette partie-là. Oui. Et Moi, je pense tu m'as dit dans tes effectivement- propos, finalement, on peut perdre l'entreprise. Ah bah d'un rien, hein, en un claquement de doigts, vous pouvez tout perdre, hein, ça c'est une certitude. Il y Moi a je un pense. hôpital dernièrement qui a été attaqué par une cyberattaque et que ça a bloqué pas mal de choses et ils se sont retrouvés du jour au lendemain avec des problématiques. Les respirateurs, ils se sont sous informatique, Les dossiers patients, les dossiers patients, et toutes tout les ça, données ont été la données. pharmacie de l'hôpital est gérée par informatique. C'est un désastre. Moi je pense clairement aujourd'hui le Mais là, on problème. parle de très grosses, je veux dire. Quand on parlait de TPE Oui. et PME, effectivement, après, je me trompe encore bah, c'est peut-être, hein, mais je veux dire, il y a, encore une fois, vous n'allez pas sécuriser votre maison si vous avez un appartement, même quand bien même qui valent 200, 300, 400 000 euros, vous n'allez pas mettre 9 millions d'euros dans la protection de Non. cet appartement. Vous avez Fort Knox à protéger avec de l'or à l'intérieur, il faudra peut-être régler aussi la sécurité par rapport à ce dont vous avez besoin de garder. Voilà. Donc, effectivement, comme on le disait avant, attention, quand on parle de cybersécurité, pour peut-être rassurer aussi les PME et TPE, un pays comme la Russie n'a peut-être pas intérêt à aller attaquer au niveau cyber le boulanger. Par contre, d'aller bloquer Non. tout un système national, de bloquer les infrastructures de défense, les infrastructures de bancaires ou ce genre de choses, ils ont un intérêt. Par contre, ce que Philippe disait tout à l'heure et qui est très vrai, dans beaucoup de cas de cyberattaque ou ce genre de choses, il y en a malheureusement, c'est même pas pour l'argent, heureusement il n'y en a pas beaucoup, mais qui vont se lancer un défi de bloquer une société. C'est même pas pour de l'argent. C'est- Par contre, à côté de ça, souvent, et quasiment à chaque fois, c'est pour de l'argent.
Donc, s'ils vous bloquent en tant que boulanger à Larcé, à Ferretz ou quoi que ce soit, c'est pour vous demander une rançon. C'est pas pour vous empêcher de faire votre pain. Donc si je comprends bien, à notre échelle locale, il ne faut pas négliger cette partie-là, mais l'essentiel, c'est vraiment sensibiliser ces équipes, ces collaborateurs, et bien réagir en cas d'attaque. C'est ça. Ce que je voulais dire moi uniquement, et après, excuse-moi, je te relaisse la main, et ce que je voulais dire, c'est en fait, on est tous ensemble dans un État, donc il y a le risque par rapport à l'État, donc si on ne peut plus travailler parce que l'État est bloqué, de toute façon, on ne pourra plus travailler, même si vous n'avez rien fait de mal. De l'autre côté, si on vous attaque au point de vue personnel ou professionnel dans votre société pour bloquer vos comptes, vous demander de l'argent, vous serez bloqué de la même manière. À côté de ça, ce que je disais, c'est raison garder de qu'est-ce que vous avez à protéger, et après ne pas non plus s'enflammer à se dire on va être attaqué pour bloquer notre outil de production. C'est pas un État qui va attaquer une micro-société. Par contre, effectivement, il y en a qui pourront attaquer juste pour avoir de l'argent. Et inversement, des gros groupes industriels, qui se sont industrialisés et qui sont devenus des sociétés du crime organisé, qui attaquent pour des raisons malveillantes ou argent, ou voilà, ce genre de choses. Pardon, excusez-moi. Non, je t'en prie. Moi, je voulais dire un truc que je pense aussi qui est essentiel, c'est que je pense aussi qu'aujourd'hui, les entreprises, comme la question a été posée tout à l'heure à très juste titre, préfèrent mettre de l'argent dans l'information, la production, plus que dans l'informatique. L'informatique a toujours été négligée, moi, je pense, par aujourd'hui n'importe quelle entreprise, que ce soit le boulanger, mais le boulanger effectivement ne va pas être très embêté, je vais dire, sur ce sujet-là. Ah, maintenant il y a la DSL, il y a la TPE, il y a... Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'à juste titre, malgré tout, en dehors de l'information, je pense que l'informatique a toujours été un sujet qui a été délaissé aujourd'hui par les entreprises. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a plus, comme on disait, des cyberattaques ou quoi que ce soit de ce qui se passe, qu'on doit faire maintenant attention. Non, en fait, on doit toujours faire attention et on doit toujours mettre les moyens là où il faut les mettre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sans informatique, l'entreprise, elle vaut rien du tout. Sans un service informatique, on va dire dans des TPE, PME où il y a quand même quelques personnes, c'est aussi important. Mettre les moyens sur avoir des postes à jour, c'est important. Avoir des solutions de sécurité, du firewalling, c'est important. Il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, prenez en compte que peu importe la taille, il ne faut pas se négliger, puisque sans informatique, on ne peut pas consulter les comptes bancaires, on ne peut pas faire de virements, on ne peut pas gérer son ERP, on ne peut pas faire ses factures, on ne peut rien faire. Et ça, pour le coup, on ne peut pas téléphoner non plus. On ne peut pas téléphoner. Voilà, aujourd'hui, même la téléphonie va passer par l'IP. Donc, tout ça, il faut faire attention, en fait. C'est vraiment important. Je pense que le poste informatique a été trop longtemps délaissé. Et peut-être que tout ça, en fin de compte, toute cette information qui peut être vraie ou fausse, je dirais, va peut-être permettre de plus être vigilant. Mais à juste titre, comme tu le disais, être vigilant en fonction de ce que l'on a à cacher. Merci Alain, merci messieurs. Pour le bon déroulement du format, on a un timing à respecter, donc on arrive bientôt à la fin de cette table ronde. Je vais demander aux personnes présentes au sein du Rubixco et les personnes aussi connectées sur le Facebook Live de préparer des questions. On va pouvoir les poser à nos intervenants de ce soir. En attendant, je vais vous demander si vous avez une petite anecdote à nous raconter sur le sujet de ce soir. Est-ce que quelqu'un a des choses à dire? Quelqu'un veut commencer? Pour rebondir sur ce que tu disais sur l'informatique et délaissée, je discutais avec le fameux directeur de cette clinique qui a été piratée, qui a perdu 150 000 euros. Il m'a avoué que son équipe son équipe informatique n'avait aucune notion cyber. On est en 2022. C'est voilà. Triste, moi je suis désolé. Mais même moi qui n'ai pas expert cybersécurité, je suis désolé de le dire, on a quand même une certaine sensibilisation à avoir. Nous, c'est à nous, informaticiens, à un moment donné, de s'intéresser sur les sujets d'actualité. Sinon on est foutu, clairement. C'est ce qu'il m'a dit. Ah ouais, non mais c'est... Voilà, c'est hyper... Alors imaginez quand c'est une TPE, PME, le problème c'est que la menace, elle est à côté de vous. Ça peut être votre associé avec lequel vous prenez la tête, qui part avec les données, et vous n'avez aucun moyen de récupérer les données, ou de prouver qu'il est parti avec, ou c'est un Français qui est à l'autre bout de la France qui dit tiens, cette boîte-là, je ne peux pas l'avoir. C'est ce qu'il y avait avec un jeune étudiant d'Avignon qui était contre le Covid et qui a piraté les hôpitaux de Paris et qui a récupéré 1,5 million de données de Français. Et pourtant, c'est un informaticien de 24 ans. Donc c'est même pas une bande ukrainienne. Vous voyez, comme quoi, ça peut être en France, c'est quelqu'un qui est contre quelque chose. Et on se dit, les hôpitaux de Paris ils ont quand même de la sécurité. Ben non, il a profité d'une faille de sécurité pour mettre la main sur une base de données d'1,5 million de personnes. Donc imaginez, voilà, donc il faut se dire que ça peut arriver à tout le monde et qu'il faut être un peu juste vigilant. Et voilà. Dernière anecdote, on parlait du phishing. Il y a 3 ans, Bercy, le ministère de l'économie, a lancé une campagne de phishing. Je ne sais plus combien ils étaient de fonctionnaires.
il y a quand même 30% des fonctionnaires de Bercy qui ont cliqué sur les emails envoyés par Voltaire ou Madame Bovary. Imaginez qu'un email bien fait d'un fournisseur du ministère de l'économie, il peut très bien facilement pirater. Voilà, donc voilà. Ah oui, oui, il y en a plein. Nous, en tant que grosse boîte, pour donner un ordre d'idée, on est à peu près 800 salariés, je crois, en Touraine. Du coup, donc, dans mon équipe cyber, hein, enfin dans l'équipe cyber, je dirais, du service informatique, la personne que je citais, donc Monsieur Sayar, est venu un jour à poser des clés USB un peu partout dans l'entreprise. Et en fait, voir le réflexe en fait, des salariés, voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les gens vont mettre la clé USB en fin de compte dans le poste directement et du coup vont créer des problèmes, ou est-ce que effectivement le bon réflexe ça va être de la rapporter au service informatique et de voir ce qui se passait. Mon manque de peau, ça a été à l'assistante de direction qui m'a appelé, m'a dit Alain, je comprends pas, j'ai reçu 8 clés USB c'est la même clé USB, qu'est-ce que j'en fais? Je dis bah écoute, donne-les-moi. Et puis moi, en bonne intelligence, j'ai monté une infrastructure, on va dire, déportée pour pouvoir voir ce qu'il y avait en fait à l'intérieur. Déjà, elle-même, elle a eu un bon réflexe. Exactement, et donc ça veut dire que ça porte ses ses fruits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on sensibilise les gens par le biais de l'information, donc le mail, le portail de training, etc., bah, ça veut dire qu'on a quand même une certaine sensibilisation, et ça c'est hyper important. Voilà. Donc, voilà. Moi, de mon côté, c'est peut-être pas des anecdotes de ce style-là, c'est plus du terrain où j'ai eu des comportements qui étaient assez bizarres en fin de compte. C'est-à-dire que quand on a fait l'ouverture de Castle IT, j'ai une personne qui m'a expliqué que s'il y a quelqu'un qui venait attaquer mon data center avec donc une arme automatique, comment je faisais pour contrer cette menace? Comment vous dire? Je ne suis pas militaire. Si quelqu'un vient et menace quelqu'un avec une arme, bah, en soi, ça n'apporte rien par rapport aux données, comme je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre, et en fin de compte, il avait l'impression de se dire que toutes les données étaient menacées à ce moment-là. Non, pas du tout. Et la plupart du temps, quand on vient dans les data centers, on apprend aussi à envoyer ces données ailleurs. Et en le faisant, c'est important. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à penser aussi à l'archivage et à récupérer vos données. Ça aussi, dans combien de sociétés, sans parler de menaces, mais de problèmes de cybersécurité, le fait que vos données soient quelque part, vous faites une sauvegarde tous les jours, toutes les semaines. Est-ce que vous vérifiez si la sauvegarde a marché? Est-ce que vous vérifiez que cette sauvegarde, on puisse la réutiliser? C'est deux choses différentes. Déjà qu'elles soient faites tous les jours, déjà on perd 80% des personnes. Mais alors de vérifier si elles fonctionnent, on perd quasiment 100% de toutes les sociétés. Et il y a une personne qui le faisait et qui était très, très précautionneuse là-dessus. Elle l'a mis dans un coffre-fort anti-feu. Ce qui est très intéressant pour, au cas où vous auriez le feu, vous gardez quand même vos données. Le problème, c'est que ce coffre-fort était à côté d'un vieux radiateur mode grille-pain qui faisait un champ électromagnétique. Et comme c'était des bandes magnétiques, à chaque fois qu'il est passé devant, ça les rasait complètement, il n'y avait plus aucune donnée dessus. Il a eu le feu, pas de chance, et encore plus pas de chance, il a récupéré ses données, il n'y en avait plus aucune de bonne. Donc en fait, il y a tout à prendre en compte. C'est pour ça que la cybersécurité et tout ça, il y a l'humain, évidemment, il y a le matériel, il y a la logique, et il y a le fait de le garder en compte et de le prendre en compte maintenant. Comme on pourrait parler d'écologie, comme on pourrait parler d'autres choses, c'est des choses maintenant qu'il faut prendre en compte depuis la base de la création jusqu'à la transformation de la société et l'évolution, le développement et ce genre de choses. Louis-Baptiste, j'ai une question pour toi sur Facebook Live, et puis après on va voir si dans la salle on a des questions. Oui. Pourquoi héberger ces données en France est-il important? Je pense que tu es le meilleur interlocuteur pour répondre à ces questions. En tout cas, là-dessus, je pourrais avoir au moins une réponse. Si on prend par exemple les États-Unis, qui ont le Patriot Act, qui est un système qui leur permet de, sous le simple prétexte de menaces terroristes, de menaces quelconques, peuvent décider d'aller regarder dans les sociétés les données qui s'y trouvent, par le biais d'agences, le FBI, la NSA ou d'autres. Et donc, ils ont accès à toutes les données dans les sociétés. Quand vous les donnez donc à d'autres puissances que la France, bah forcément, ces gens qui ont des lois qui sont à elles ou des règlements qui sont à elles vont pouvoir faire ce qu'elles veulent avec vos données. Si c'est en France, et donc vous connaissez la loi française, où on essaye, tant bien que mal, et de mieux en mieux, tant mieux, de protéger ces données, que personne n'y ait accès, de mettre la RGPD en place, les ISO 27001, la CNIL, l'ANSSI dont on parlait tout à l'heure, tous ces systèmes qui se mettent en place pour éviter de rentrer dans le fait de se faire voler les données ou de les donner carrément. On s'est aperçu à une époque que le FBI pouvait, à travers Google, juste sur le lien de fibre optique transatlantique, pouvait voir toutes vos données non chiffrées, donc ça veut dire en clair.
C'est-à-dire, vous aviez Canal+, sans la neige. Voilà, et donc, ils voyaient tout ce qui s'y passe. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes en France, c'est pas le fait, et tant mieux, restons franco-français, mais ce que je veux dire, c'est vraiment le fait que l'avantage, c'est quand vous connaissez une loi de votre pays, vous pouvez vous appuyer dessus. Quand vous allez donner vos données en Ukraine, connaissez-vous, pardon, les lois de ce pays? Savoir comment ils traitent vos données, comment ils les gèrent, est-ce qu'ils ont le droit de les vendre, pas les vendre? Que ça soit même sans être une menace pour vous, mais est-ce que vous savez que vos données, je ne sais pas, vont être vendues à un autre prestataire sans votre consentement, et que là-bas c'est autorisé par exemple? Donc c'est pour ça, il faut faire attention de là où on donne, où on met nos données, et de pouvoir les sécuriser. Merci Louis-Baptiste. En complément juste de Louis, c'est pas parce que vous mettez les données dans un data center de Microsoft en France que les données ne sont pas exportables à l'étranger via le Cloud Act, contrairement au discours marketing d'Amazon et de Google et autres. Un data center américain posé en France est encore sous la loi américaine. Ça faut faire attention. C'est ça. Voilà. Merci pour cet éclairage. Pour nous aider à organiser l'événement, on est accompagné de Anne-Sophie Tessier, l'office manager du Rubixco. Anne-Sophie, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois que Samy avait quelque chose à dire. Ouais, on m'entend bien. Non, c'était juste apporter éventuellement un petit complément pour prolonger un peu la séance par la suite et la pérenniser un peu dans le temps. Le territoire Touraine-Est-Vallée, avec 3 autres communautés de communes, est labellisé territoire d'industrie. Et à ce titre-là, on veille justement à apporter des outils ou des petits tips aux entreprises pour valoriser le tissu industriel et puis développer leur attractivité et les accompagner au mieux dans leur développement. Et à ce titre-là, l'intelligence économique fait partie d'un axe qui est souvent négligé, assez méconnu, et sur lequel on va être amené à travailler à travers la mise en place d'un groupe de travail. On aimerait bien travailler avec les entreprises du territoire sur ces thématiques-là, et de façon plutôt en prise d'initiative, on va diffuser, notamment via la page LinkedIn du territoire d'industrie, et sur les sites internet des collectivités, des trucs et astuces sur l'ensemble de l'intelligence économique. Et le premier chapitre va être la sécurité économique, justement pour donner des petits conseils très simples aux entrepreneurs à mettre en place, parce qu'on s'aperçoit qu'en effet, le premier facteur de la sécurité économique, en l'occurrence, c'est le facteur humain. L'équivalent d'un bouclier ou d'une arme, elle est dangereuse que parce que quelqu'un en fait un usage. Et pareil, un bouclier en soi ne protège pas, il protège que celui qui le porte, et si on décide de le porter. Donc voilà, on va mettre en place tout un tas de petits outils et de petits conseils sur ces sujets-là pour accompagner au mieux les entreprises aussi sur le territoire, sur ces thématiques-là. Merci Samy pour ce complément, c'est très intéressant, ça va nous permettre de faire le lien avec les entreprises sur le territoire. Si vous avez besoin d'un contact, vous le trouverez auprès du site internet de la communauté de communes. Moi j'avais une petite question concernant l'arrivée de la 5G. La 5G elle va démultiplier tous les risques liés à l'Internet et l'Internet des objets. Est-ce que des choses qui bougent dans ce sens-là ou pas? Je pose la question aux 3 intervenants. Pour l'instant, ça bouge pas. Oui, pour l'instant, ça bouge pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les objets connectés, le principe de base des fabricants et des objets connectés, c'est de faire quelque chose qui consomme le moins possible. Donc c'est-à-dire que la sécurité, ils n'en mettent pas pour l'instant parce que c'est compliqué à gérer, donc c'est une contrainte de plus. Donc leur but aujourd'hui, c'est de comprimer les coûts et le côté énergivore. Donc je fais plein de capteurs, plein de choses qui sont faciles à gérer, mais la sécurité, c'est après, quoi. Or, encore une fois, leur GPD rappelle bien que ce qu'on appelle le security by design, c'est-à-dire que dès que vous faites la première ligne d'un projet, quel qu'il soit, un projet d'informatique, un projet industriel, un projet de capteur, vous devez intégrer la sécurité et la protection des données. Or, aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Et ça fait des années qu'on voit les objets connectés qui sont des serveurs connectés, des thermomètres connectés. Il y a un casino aux États-Unis qui s'est fait pirater parce que les pirates étaient passés par le capteur qui mesurait la température des aquariums. Voilà, donc on en est toujours là et ça sera pareil demain. La 5G, en fait, va apporter, normalement, le fait de pouvoir connecter, c'est pas tellement le problème du nombre d'objets connectés, ça en devient une problématique et c'est pour ça que la 5G a été créée au final et veut être démocratisée et
c'est pour créer en fin de compte une grosse bande passante, pour que plus de gens puissent avoir plus. On n'arrête pas de vouloir de plus en plus d'informations, de plus en plus d'informations. Donc le fait de vouloir de plus en plus d'informations, il y a plus en plus de monde qui veut y accéder, plus le fait d'avoir des objets connectés, parce que tout le monde veut avoir son objet connecté. Là, par exemple, mon exemple, j'ai la montre, apparemment, là aussi, et deux, trois, Voilà. j'imagine. Il y a ceux qui ont les bracelets pour quand ils font du sport. Voilà, on n'arrête pas d'être harcelé dans un sens par les communicants pour nous dire qu'on a besoin de cet objet, et on est à la recherche de ce petit objet de plus en plus. Il y en a partout, il y a les frigos connectés, les grille-pains connectés, il y en a pour tout et n'importe quoi. Donc il va falloir trouver une solution. La solution, c'est la 5G, effectivement, pour pouvoir connecter tout ça. Est-ce qu'on en a réellement besoin? Chacun a sa réponse là-dessus. Par rapport à ça, on ne va pas augmenter le risque et la menace à cause de la 5G. Par contre, le fait d'utiliser de plus en plus, comme tu le disais très bien, le fait d'objets qui n'ont pas forcément été de base travaillés pour de la sécurité, et d'en avoir de plus en plus, va forcément, s'il y en avait 10% de menaces, il y aura toujours 10%, mais de 5 millions, 10 millions, 100 millions, et voilà, et on augmente. Donc voilà, oui, il va y en avoir, entre guillemets, de plus en plus. Là, dernièrement, il y avait une Tesla qui se conduisait toute seule aux États-Unis. Donc très bien, il paraît que c'est fait pour à terme, mais en soi, elle n'était pas faite pour celle-là. C'est quelqu'un qui l'a piratée à distance et qui l'a conduit à distance. Elle s'est fait arrêter par des policiers. Donc, il y a toujours un risque. Maintenant, effectivement, comme on le dit depuis le départ, c'est vraiment le fait de... Il faut qu'on prenne conscience, tous, à notre échelle, à notre niveau, qu'on utilise de plus en plus l'informatique, que des boîtes sont maintenant complètement dépendantes de l'informatique. Le coup où, il y a 20 ans, on nous disait, oui, mais moi, j'utilise un peu les mails de temps en temps. Ça n'existe plus. Même vous, en perso, vous avez toutes vos applications sur les téléphones, que ce soit des jeux, les réseaux, ou que ce soit même des applications d'assurance, de banque. Vous mettez vos codes et ce genre de choses. Voilà, il y a toutes ces choses-là. En plus, certains téléphones permettent aussi la biométrie avec le visage, les empreintes et ce genre de choses. Toutes ces données-là sont conservées quelque part. Donc, il y a besoin de cette sécurité-là et que tout le monde en prenne conscience. Pour ça que ce que vous avez rappelé tout à l'heure, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre prénom. Samy, ce que vous disiez tout à l'heure, toute initiative est bonne à prendre pour que justement chacun puisse, au fur et à mesure, je faisais un parallèle tout à l'heure par rapport à l'écologie, c'est un peu le même principe. Tout le monde doit y mettre un peu sa pierre et d'y faire attention de plus en plus parce qu'on l'utilise de plus en plus. On est arrivé au bout du temps additionnel. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Sinon, je vais vous proposer de clôturer ce format. Il y en avait une sur Facebook. Vous en avez une sur Facebook? Oui, Sur les indépendants? oui. Ok. En effet, on a parlé des organisations. Alors, on a aussi des indépendants qui travaillent avec nous et qui sont présents ce soir. La question, alors très rapidement, comment se protéger lorsqu'on est indépendant, entrepreneur indépendant, sans service informatique dans une entreprise? C'est une bonne question. Je pense que déjà, s'informer, c'est le plus important. Et surtout, avoir des solutions, qu'elles soient gratuites ou payantes. Mais à minima, on va dire, je pense que l'entrepreneur, on va dire, indépendant, va faire attention sur les sites qu'il va consulter, les fournisseurs qui vont le consulter, va faire attention à sa boîte mail. Je pense que la boîte mail, c'est vraiment la base, on va dire. Il ne va pas appeler sa secrétaire pour demander un virement à l'autre bout de la France. Et ce genre Donc de c'est choses. vraiment lui-même, en fait, faire attention à tout ce qui va l'entourer et et avec tous les fournisseurs, ou en tout cas toutes les personnes avec qui il traite, qu'il s'assure que c'est bien les bonnes personnes, je dirais. Voilà. Après, bien évidemment, son poste, on va parler dans les détails, mais un poste à jour, avec un antivirus fonctionnel, quoique aujourd'hui l'antivirus de Microsoft fait très bien l'affaire, on va dire, pour des indépendants. Mais voilà, vraiment au moins suivre l'air du temps. Voilà. 18h10, la session touche à sa fin. Un grand merci, messieurs, pour votre participation. Merci Alain, merci Philippe, merci Louis-Baptiste. Merci à vous. Pour votre présence et vos éclairages pour ce 3e Shake Up Learning. Un grand merci aussi aux participants au Rubixco et sur le Facebook Live. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les réseaux sociaux du Rubixco ou les réseaux sociaux de l'association ERET. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. On vous avait annoncé un cocktail vitaminé où on va pouvoir profiter de ce beau soleil à la fin. Alors d'ici là, gardez la pêche. Ou la banane. Merci, à bientôt, belle soirée à tous.